Tout le monde est sous casque. Est-ce qu'il y en a qui nous entendent pas? Levez la main. Ok, tout fonctionne. Donc on vous disait nos réseaux sociaux, si vous voulez poster des stories. Donc pour MC, c'est Crush _ le podcast. Et pour moi, c'est Colette se confesse, tout attaché. Colette, c'est avec un L et 2 T. Confesse, c'est avec un F et 2 S. Et oui, je précise parce que c'est pas évident pour tout le monde. Trop bien. Et ben super. Ah oui. Colette se confesse. Colette avec un L et 2 T. Et confesse, c'est avec un F et 2 S. C'est CONFESSE. Ah oui, c'est écrit. Ben voilà. Incroyable. Ah oui, vous avez nos... On n'a tellement pas l'habitude nos d'avoir vignettes. Autant de matos que... Nos vignettes. Donc la bouche en cœur, c'est Colette. La meuf en tutu dans la rue, c'est moi. Trop bien. On y va? T'es Allez. prête, Colette? Bah oui. Bah, moi C'est aussi, je parti. suis prête. T'as un peu de bruit, toi? J'ai un fond. Ouais, Donc ok. c'est normal. Ok, c'est Il y a normal. du bruit. Ok, désolé, c'est le temps de me mettre dedans. Quelle experte. Et bah, ready. Salut. Salut Colette. Salut MC, tu vas bien? Très bien, et toi? Bah oui. C'est très excitant parce que on a 1 mètre qui nous sépare. On est quand même, on n'est pas si proches. Non. Toi et moi. D'habitude, quand on prend des cafés, on est plus proches. Ah oui, carrément plus proches. Et puis du coup, quand on se raconte plein de trucs intimidants, c'est moins intimidant. Ouais, tout à fait. Mais on va trouver la chaleur. Et du coup, on a devant nous une vingtaine de personnes. On est 20 ce soir. C'est énorme. C'est génial. Quel public. Ils sont beaux, non? Ils sont très très beaux. Et puis on a eu une première partie de soirée vraiment chaleureuse et chouette. Et j'ai vu les langues se délier. Et c'est déjà très beau à voir. Donc merci vraiment d'être là. Et je précise, Colette, que moi j'ai participé à cette première partie, donc au Icebreaker que tu as organisé. C'était ma première fois. Et c'est toujours beau les premières fois. Et j'ai passé un super moment. Trop bien, merci. Merci pour ce feedback. C'est bon, on peut s'arrêter là. Du coup, avec MC du podcast Crush et moi du podcast En tête à tête avec Colette, on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps. On s'est eu au téléphone il y a 1 mois. Ouais. Où je t'ai dit, ah bah tiens, j'ai une possibilité de tourner, de faire un épisode interactif lors du Paris Radio Show. Moi, ça me ferait kiffer de le faire avec quelqu'un. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu serais chaud? On remercie d'ailleurs Nicolas qui nous a mis en contact. Absolument, le meilleur d'entre nous. Oui, merci Nicolas Parodi. Et puis en fait, on a plutôt bien matché direct, hein, même au téléphone, c'était fluide. On s'est dit, ok, de quoi on parle? Et là, toi, tu m'as dit... Vas-y, balance. Tu veux que je balance? Ouais, vas-y. Tu m'as dit, bah ok, moi il y a un sujet qui revient souvent avec mes copines dernièrement. Corrige-moi si c'est pas le cas. Vas-y. Et il y a vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et en fait, ça fait un petit moment que j'ai envie de parler de sexualité sur le podcast Crush. Parce que, est-ce que tu veux vite fait présenter ton podcast? Ouais, absolument. Crush, c'est le podcast qui explore les premiers jours des histoires d'amour. Et je reçois tous les mardis un ou une invitée qui vient me raconter l'histoire d'une rencontre qui l'a intensément marquée, que ce soit pour 1 an, quelques heures ou toute une vie. L'idée derrière ce podcast, c'est d'explorer la rencontre et de comprendre en fait ce qui se passe au moment où on tombe amoureux de cette personne-là et pas de celle d'à côté. Et il se trouve que dans mon audience, il y a des gens qui sont célibataires et des gens qui sont en couple. Et dans les personnes qui sont en couple, je discute beaucoup avec elles sur Instagram. Ce sont majoritairement des femmes. Vous en doutez, quand on parle d'amour romantique, c'est majoritairement les femmes qui écoutent et qui s'expriment. Et effectivement, il y a ce sujet-là du couple qui dure et de la sexualité dans un couple qui dure et du défi que représente une sexualité épanouie au sein d'un couple. Et effectivement, c'est aussi un gros sujet de conversation avec mes copines mamans du café du matin. Et ça tombe bien parce qu'en fait, c'est un gros sujet dans ma communauté également. Alors moi justement pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, du coup j'ai 2 podcasts. Il y en a un dont cet épisode fait partie, qui est le podcast En tête à tête avec Colette, où on va aller aborder des sujets de l'intimité
au sein des relations, que tu sois célibataire ou en couple, comment tu véhicules, comment tu évolues dans ton intimité au fur et à mesure de tes relations. Et l'autre podcast, Colette se confesse, ce sont des audios érotiques immersives, que des histoires vraies, où on va se plonger dans différentes anecdotes et voir, ok, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas. C'est un peu une manière de découvrir certaines choses qu'on n'a peut-être pas essayé, ou de faire passer des messages à son ou sa partenaire quand parfois on a envie de faire un truc mais qu'on n'ose pas lui dire. Et ça tombe bien parce que ne pas oser en parler, c'est vraiment le sujet de ce soir. Exactement. C'est un sujet qu'on a trouvé ensemble toutes les deux en discutant. Aborder le sujet de la sexualité dans le couple, il y a plein de façons de le faire. Et moi, tout de suite, ce que je t'ai dit, c'est moi, j'arrive pas à en parler. J'arrive pas à en parler avec mon partenaire. Je n'arrive pas à mettre le sujet sur la table. Je ne sais pas quel mot employer. Je ne sais pas quand le faire. Et je ne sais pas comment faire pour ne pas lui faire peur ou comment le brusquer. C'est ça que je t'ai raconté. Alors, est-ce que tu pourrais... Parce que là, j'ai pas mal de questions qui viennent en tête. Est-ce que tu pourrais, afin que vraiment on puisse plonger dans qu'est-ce que ça veut dire vraiment pour toi, je n'arrive pas à en parler, je n'arrive pas à mettre le sujet sur la table. Est-ce que tu penses par exemple à une anecdote précise, un contexte dans lequel tu as essayé et ça n'a pas marché, et aussi ce sujet, il est venu... Pourquoi est-ce que tu avais ce besoin de le mettre sur la table à ce moment-là ? J'en ai un petit peu parlé dans la première partie de cette rencontre, Colette, avec les membres du public qui sont là. Ça fait 12 ans que je suis avec mon partenaire. On a 2 enfants qui ont 9 ans et 7 ans. Et donc vous vous imaginez bien qu'après 12 ans, la folie des premiers moments n'est plus la même, n'est plus là. On n'a plus cette spontanéité, ce désir fou, spontané, qui est hyper fusionnel en fait au début des relations. Et c'est ce que je raconte dans Crush. Au début des relations, tout est magique, tout est fluide, tout est naturel. La connexion physique, notamment, dans la plupart des cas en tout cas. Et moi, ça m'intéresse beaucoup de montrer ça parce que je trouve que c'est très beau, c'est très doux et il faut le montrer dans notre société qui est de plus en plus chahutée, donc ça me tient à cœur. Mais je ne veux pas pour autant oublier que quand une relation dure, derrière, il y a des défis qu'il faut relever. Et moi, dans ma relation aujourd'hui, ça fait partie des défis que je dois relever. On s'en est tous les deux rendus compte avec mon partenaire. Tu dirais que... Pour toi, l'intensité sexuelle, elle a duré combien de temps ? À partir de quel moment ça a commencé ? Enfin, d'après toi, ça reste un ressenti. Les enfants, le premier enfant. En fait, la première grossesse, elle chamboule tout. Elle chamboule mon corps, elle chamboule mes hormones, elle chamboule ma relation à mon corps. Elle chamboule, donc forcément, la façon dont moi je me sens, la façon dont je me trouve sexy ou pas. Est-ce que je me plais ? Parce que quand j'ai un rapport intime avec quelqu'un, le rapport à mon corps est ultra présent aussi. Et donc oui, la première grossesse et l'après-accouchement. En vrai, la grossesse, en fait, c'est plutôt sympa. Mais l'après-accouchement, il est très, très bouleversant. Très bouleversant et il change beaucoup de choses. Et après... alors nous... On a toujours eu une sexualité hyper épanouie. Aujourd'hui, je pense qu'on a une sexualité plutôt épanouie. Mais par contre, le désir, il est difficile à activer, en tout cas de mon côté. Ok, donc si je comprends bien, quand vous êtes dedans, c'est génial. Ouais. Mais il faut y arriver quand même. Exactement. T'as tout compris. Okay. Tu pourrais illustrer ça un peu mieux pour qu'on puisse vraiment se projeter ? C'est très simple. Quel est le moment dans la vie d'un couple où la plupart du temps, on fait l'amour. Est-ce qu'il y en a qui veulent répondre à cette question ? Levez la main. Ou alors, je suis vraiment un extraterrestre. Le soir. Le soir. Le soir, au moment d'aller se coucher. Le soir, au moment d'aller me coucher, après les journées que j'ai passées, j'ai pas du tout envie de faire l'amour. Mais pas du tout. En fait, c'est aussi un peu le seul moment de la journée où on se retrouve tous les deux.
Moi, je suis rincée, j'ai la charge mentale au taquet, et pourtant, c'est le moment où on est tous les deux où il pourrait se passer quelque chose, sans les enfants, voilà, au calme, etc. Mais moi, j'ai pas envie. Donc, moi, j'ai pas envie. Il a pas, le déséquilibre est pas énorme, si tu veux, entre. Il n'y a pas que moi qui ai pas envie. C'est que souvent, en fait, on est tellement crevé qu'on n'a qu'une envie, c'est de dormir, quoi. Et la question que moi je me pose, c'est ok, si c'est pas le soir, ça peut être à un autre moment, mais ces moments-là, il faut les créer. Et il faut se donner des rendez-vous. Et ça marche comment ? Ça marche en essayant de trouver d'autres moments dans la journée où on se retrouve tous les deux dans un endroit où on peut faire l'amour. C'est un peu une idée qui est venue de ma part et que j'essaye de mettre en place aujourd'hui, mais je suis sûre qu'il existe tellement de façons, d'autres idées et d'autres façons de s'y prendre que je ne connais pas, que j'aimerais explorer avec lui, dont j'aimerais parler avec lui, mais j'arrive pas à en parler. Ok, donc si je comprends bien, quand vous êtes dedans, c'est super, mais il faut y arriver. Le soir, toi, t'es crevé et potentiellement lui aussi. Ouais. Du coup, vous êtes dit, ok, viens, on essaie de se retrouver des moments, des rendez-vous spontanés en journée, pendant que les enfants sont à l'école, etc. Exactement. Et du coup, quel est le problème à partir de là, du coup ? Est-ce que ça, c'est pas suffisant ? Est-ce que c'est pas suffisant. Ok. C'est-à-dire ? C'est pas suffisant parce que je pense que c'est la réponse à un problème, c'est-à-dire trouver un bon moment. Par contre, je pense qu'il y a aussi toute une exploration, tout un espace dans lequel on n'est pas allé. Et il y a un espace, en fait, je suis sûre qu'il existe un espace pour tous les couples qui durent, d'épanouissement et de liberté dans l'intimité et dans la sexualité. Et vers lequel j'arrive pas à aller. J'aimerais beaucoup réussir à parler de ça avec lui. J'aimerais beaucoup réussir à parler de ce qu'il ressent quand on fait l'amour, ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas, quels sont ses fantasmes. Je pense que le plus gros tabou, c'est nos fantasmes. Il a peur de me dire les siens, j'ai peur de lui dire les miens, de peur de le choquer, de peur de lui faire peur, de peur qu'il pense des choses, qu'il s'imagine des trucs. Et ça, j'arrive pas à ouvrir la porte de cet endroit, quoi. Est-ce que tu te sens libre dans ta sexualité aujourd'hui ? Je me sens pas libre, mais je pense que je pourrais l'être beaucoup plus. Je pense que je l'ai été par le passé beaucoup plus. Et qu'aujourd'hui, je me sens moins libre. Par le passé, on parle de avec lui ? Avec lui ouais. Et avec d'autres, et avec mes précédents partenaires. Oui, donc c'est pas une question de la personne qui est en face, c'est une question de toi, comment tu vis ta sexualité aujourd'hui ? Oui. Tout à fait. Est-ce qu'il y en a chez qui ça résonne dans le public ? Vous pouvez lever la main, puis on va passer le micro. Et n'oubliez pas que si vous avez envie d'encourager, s'il y a des choses qui résonnent, que ce soit avec ce que nous on dit ou ce que quelqu'un d'autre du public dit, on peut faire. Ah ouais, j'avais oublié le. En fait, moi, je suis quelqu'un de très timide, ça me perturbe quand on me regarde, désolée. Ah regardez-moi. Mais c'est vrai que ça me fait écho dans ce que Crush, enfin MC, elle dit, dans le sens où, moi, là, actuellement, je suis célibataire, mais c'est vrai que j'ai déjà ressenti cette chose dans le sens où, parfois, après une journée de travail où ça a été dur psychologiquement ou physiquement, que, en fait, j'ai juste envie de me reposer et pas forcément avoir un rapport ou me sentir secouée sur l'instant T. Et c'est vrai que ça a été compliqué, en fait, de pouvoir mettre des mots là-dessus. Donc, parfois, en fait, moi, j'ai dû trouver des stratégies pour justement ne pas devoir ou avoir un rapport sexuel avec mon partenaire, tout autant que je l'aimais, mais c'était compliqué. Et en même temps, je me dis qu'en fait, en mettant peut-être un rythme... Après, ça dépend des personnes. Est-ce que tu pourrais... excuse-moi, je me permets de t'interrompre. Est-ce que tu pourrais... Tu disais, j'ai mis en place des stratégies, etc. Est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote précise ? Alors, sans dire de prénom, il n'y a pas besoin de dater, mais juste parler vraiment de l'anecdote, faire un partage d'expérience. Une des anecdotes, c'est que... il y a eu des semaines où, du coup, par le travail, j'étais très fatiguée. J'étais plus fatiguée psychologiquement, donc du coup... Quand je me reposais, je voulais vraiment dormir, donc j'étais pas disponible pour ça. Et en fait, le fait que lui sache que j'étais fatiguée
en fait, je dormais, quoi. Enfin, je tournais le dos et je simulais le fait que là, tout de suite, je dors. En fait, je lui faisais comprendre par ma communication non verbale que du coup, j'étais pas disponible. Et moi, intérieurement, en fait, ça me mettait mal à l'aise parce que j'avais l'impression de le rejeter et qu'il ait ce sentiment-là de rejet. Mais en même temps, je pouvais pas donner ce qu'il avait besoin. Et ça n'empêchait pas qu'après, voilà, tout se passait bien. Mais comment tu t'es sentie à ce moment-là? Ben, je me sentais mal. Mais pour lui et pas pour moi. Enfin, du coup, ça me mettait mal de lui le mettre mal. Et ça parle à d'autres personnes, ça? Le faites comme ça avec vos mains, si vous voulez. Je vois des têtes qui hochent comme ça, et la mienne aussi d'ailleurs. C'est ça. Et je veux pas mettre de gros mots là-dessus, hein, mais c'est vrai qu'on a le droit, on devrait se donner ce droit-là de pouvoir à un moment donné dire j'ai pas envie. Comme j'ai pas envie de enfin, ça n'a rien à voir, hein, mais faut l'imager, quoi. J'ai pas envie de manger ça, j'ai pas envie. Et donc du coup, comment maintenant le verbaliser à son partenaire, sachant que tout se passe bien, hein, mais comment le verbaliser? Donc moi, comme j'avais du mal à le faire, il a fallu que je trouve des stratégies, mais de manière douce, justement. Donc je dors, je suis fatiguée. Enfin vraiment, je simulais j'ai mes règles. Voilà, un lourd sommeil. Et pourtant, j'étais réveillée tout. Et sachant que moi, en plus, vraiment, il faut que j'ai la télé pour dormir. Mais du coup, lui, il n'avait pas besoin de télé, donc il fallait que je m'adapte à lui en ce sens-là. Et en même temps aussi, il fallait que je m'adapte. Enfin, donc non, c'était compliqué. Donc j'ai préféré tourner le dos et simuler que je dorme. Mais du coup aussi, pour répondre à cette question-là, moi, j'entends ce que vous dites dans le sens où auparavant, vous avez eu des rapports sexuels qui étaient différents de votre relation maintenant. Mais ce qui change de tous ces partenaires, c'est que finalement, il y a des enfants. Donc du coup, c'est vrai que c'est pas le même rythme. Mais en même temps, est-ce que, faudrait verbaliser, mais est-ce qu'il faudrait pas, justement, comme je parle de stratégie, peut-être faire comprendre à la personne de communication non verbale à des moments peut-être hors ces temps-là, dans le lit le soir, de justement montrer que là, j'ai envie de toi. J'ai envie que... Voilà. Peut-être pas... parce que ça... Enfin, je sais pas. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse la première partie du podcast, c'est vraiment des partages d'expériences. Donc, on est là pour déposer, comme on l'a fait avant quand on faisait les petits cercles de parole en petits groupes. Et après, on pourra aborder une partie solution et vraiment débattre là-dessus. Voilà, on n'est pas dans un espace de solution là tout de suite, on est dans un espace de partage d'expériences. Je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis, dans ce que tu viens de dire, ce moment où tu te sens gêné pour l'autre au moment du coucher. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient partager une expérience? Puis il y a aussi, est-ce que je suis normale de ne pas avoir envie finalement parce que je l'aime? Parce que je l'aime et que dans les magazines on me dit qu'il faut faire 3 fois l'amour par semaine pour être un couple sain. Tu voulais nous raconter? Oui, bonsoir. Alors peut-être un peu à contre-courant de ce qu'on a entendu, mais c'est peut-être aussi parce que jusqu'à présent les voix ont été féminines et peut-être qu'une vision masculine vient un petit peu à l'inverse de ça. Moi depuis tout petit j'ai acquis vraiment en mon fort intérieur la certitude que les mots étaient quand même le meilleur des remèdes à tout. Alors quand on a 18-20 ans et qu'on entre dans la sexualité, il y a des choses qu'on n'ose pas forcément dire parce qu'on se cherche encore un peu soi-même, hein. Aujourd'hui, à 45 ans et depuis pas mal d'années maintenant, ça ne me pose plus de problème, vraiment. Il n'y a jamais eu de non-dit, y compris sur mes fantasmes. Pardon, tu dis ça ne me pose plus de problème. Ouais, donc, les non-dits. Mais en fait, ça t'a jamais posé de problème. Non, mais plus jeune, on ne dit pas tout. On a des fois nos fantasmes, nos envies, nos goûts, nos besoins. Donc il y a eu un déclic aussi chez toi. Ça a été progressif, mais à partir de 25-30 ans environ, c'est une question qui ne s'est plus posée. Et quand on se livre, enfin en tout cas pour ma part, je me suis toujours livré à mes partenaires vraiment, y compris sur les fantasmes des fois qui peuvent nous mettre en indélicatesse, hein, parce qu'on a tous nos goûts. J'ai pas de trucs particulièrement inavouables, mais enfin bon, on a tous nos fantaisies. Et le fait de se livrer, et le fait de se livrer facilement, mes partenaires se sont toujours livrés également, finalement, à la réciproque. Et ça règle bien des choses. Déjà quand sur les fantasmes, quand sur les goûts, quand sur les préférences on s'entend, après c'est plus facile aussi de pouvoir dire chérie, ce soir je suis juste fatigué, tout simplement. Et d'oser dire, écoute, on va mettre le réveil à 5h30 demain matin,
comme ça on va se prendre une bonne heure pour nous deux, au réveil, on sera tous les deux reposés et ça ira mieux. Et vraiment, voilà, ça a toujours été un peu comme ça depuis bien longtemps maintenant. J'ai réussi, mais c'est peut-être par chance aussi, le contexte a voulu que je rencontre les personnes qui étaient ouvertes à ça, mais vraiment ça a été toujours facile d'avoir un dialogue, de s'entendre, de se comprendre. Il n'y a pas eu ces difficultés, ces non-dits. J'entendais tout à l'heure, j'ai été surpris, ouais, comme quoi c'est un podcast qui est révélateur pour ceux qui nous écouteront aussi ensuite, parce que j'imaginais pas qu'il y avait autant de non-dits aujourd'hui à notre époque. J'ai tellement l'impression qu'on dit tellement, qu'on fait tellement, que pour moi, ma vie n'est pas extraordinaire du tout. Et que c'est bien la moindre des choses que je partage tout avec celle avec qui je vis au moment où je vis. Et qu'elle fasse de même avec moi. Donc voilà, je pense que si j'ai simplement un appel et un témoignage à dire, c'est simplement autorisez-vous à parler, autorisez-vous à aimer, autorisez-vous à partager. Et souvent, vous libérerez très vite la parole de l'autre. C'est souvent réciproque quand même. Comment ça résonne en toi le fait que tu sois une voix masculine, j'imagine, parce qu'on a un petit peu parlé tout à l'heure, mais corrige-moi si c'est pas le cas, hétéro aussi, c'est-à-dire que tu es homme, tu te sens homme, et voilà. Comment ça te questionne le fait que tu aies ce partage d'expérience-là par rapport aux voix féminines que tu as pu entendre précédemment ? Je me dis que c'est certainement celui ou celle qui fait le premier pas qui débloquera l'autre et qui a autant d'expériences malheureuses, finalement c'est pareil dans le monde du travail, finalement, que de gens qui ne savent pas dialoguer parce que simplement on ne sait pas écouter l'autre. On dit toujours dans les écoles de commerce, 3/4 on écoute l'autre, 1/4 on parle. Vous savez, l'écoute active, machin. Dans le couple c'est un petit peu pareil finalement. Et moi qui suis un gros bavard, et vous vous en rendez compte en quelques minutes, c'est aussi, ça a été un travail peut-être, Tu sais, à te dire, je ferme ma gueule, je la laisse parler aussi, et elle est fatiguée, et elle a ses règles, et elle a ses contingences à elle qui ne sont pas les miennes, donc je m'adapte, parce que je sais que finalement, tout n'est qu'incompréhension, il n'y a jamais rien d'autre que ça. On a le droit d'être fatigué, surtout quand des enfants sont arrivés dans notre vie, c'est tout à fait le cas, ça change beaucoup de choses, et c'est bien normal, on a aussi une pudeur à risquer de faire un bruit, à faire bouger, à faire grincer un lit ou autre, quand on sait que les enfants sont 2 pièces plus loin. Donc nécessairement, on doit s'adapter, on doit s'arranger, mais il faut arriver à faire de ça un jeu, un plaisir, et puis il y a un léger goût d'interdit, c'est vrai, c'est nous qui sommes finalement là les redevables auprès de nos enfants d'une certaine pudeur, voilà, mais c'est pas un problème tout ça, il faut arriver à voir tout ça, je pense, positivement et vraiment dialoguer, quoi. Voilà. J'aimerais réagir par rapport à ce que vient de dire monsieur. Merci pour ce partage. Parce que je me souviens justement dans notre échange du café du matin, j'ai envie de réagir en fait par rapport à la phrase qu'il a dite, qui est c'est le premier ou la première qui va faire le premier pas, qui va ouvrir le dialogue. Et il y avait une phrase qui m'avait touchée quand tu avais parlé, où tu m'avais dit j'ai l'impression que c'est à moi de faire les efforts, que c'est à moi de voilà. Que l'élan doit venir de moi. Et du coup, ça fait un peu ping-pong, je trouve, où du coup, donc c'est celui qui en a envie, qui doit prendre cette charge, et du coup, où commence et où s'arrête l'injonction aussi à la sexualité, ou faire plaisir à l'autre. Voilà. J'ai vu qu'il y avait 2 mains levées. On va laisser parler MC et après, ça va être à vous. Ouais, moi, je vois ça vraiment comme mon intimité. Je le vois comme quelque chose qui doit s'entretenir. Donc je le vois comme un projet. Après, j'aime pas le mot, tu vois, mais j'ai envie d'y croire, quoi. J'ai envie de me dire c'est possible. On peut avoir une sexualité encore plus épanouie et qui me satisfait et qui le satisfait lui encore plus. Donc j'ai envie d'y croire, mais c'est vrai que l'élan, c'est moi qui le donne. L'élan de la réflexion, l'élan du partage, de l'échange entre nous, c'est moi qui le donne. Et ça fait écho avec mes cafés du matin avec les mamans de l'école, parce qu'on est 6 ou 7, et on est toutes dans cette situation-là, où c'est la femme qui a conscience. Les mecs aussi ont conscience du problème. Quand par exemple, il n'y a pas assez de rapport par rapport à leurs besoins, ils ont conscience du problème, mais par contre, la conscience qu'il faut aller en parler avec lui, pour essayer de trouver des solutions, l'élan, il vient souvent de la femme. Et comment ça se passe du coup dans vos expériences respectives quand vous discutez entre vous, ça donne quoi par exemple ?
ça donne des situations un peu ubuesques où, vu que c'est un élan, vu que c'est un geste, un mouvement qui est pas, une action qui est pas facile à faire pour nous. Quand on y va, en fait, on y va avec un peu notre peur au ventre, avec des questions, avec des doutes. Comment on s'y prend? Qu'est-ce qu'on doit dire? Quand est-ce qu'on doit le dire? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il va prendre peur? Est-ce que je vais tout déséquilibrer? Est-ce que je vais tout foutre en l'air? Est-ce que ça remet en question notre mariage? Enfin, tu vois, il y a des vraies questions derrière. Et ça donne des situations où j'ai une copine qui m'a raconté ça l'autre jour, elle essaye d'en parler, et après avoir passé une super journée à deux, et son mec lui répond « c'est pas le bon moment pour en parler, on va tout gâcher ». Ils sont amoureux, ils s'aiment fort. Mais lui, il trouvait que c'était pas le bon moment, alors qu'elle avait réussi à faire le premier pas pour en parler. Elle t'a expliqué un peu plus le contexte, pourquoi tout gâcher, on parle de quoi? Parce qu'ils étaient en week-end en amoureux et qu'ils venaient de passer 24 heures cool, sympa, hors du temps, et qu'ils voulaient que ça se poursuive. Ce qui est un peu violent, en fait, dans ce partage d'anecdotes, c'est que la conversation est coupée. Il n'y a pas de ok, j'ai pas envie d'en parler maintenant parce que peut-être que ça me fragilise de parler de ça, parce que là, alors là, c'est totalement sujet à interprétation finalement, parce qu'on ne sait pas de est-ce qu'il a pas envie d'en parler parce qu'il est aussi triste et déçu et frustré, est-ce qu'il a pas envie d'en parler parce qu'il a peur de pas assurer au lit, donc c'est de l'anxiété de performance, est-ce que juste en fait il a pas les mêmes besoins, il n'est pas en demande comme sa partenaire, et du coup c'est pas un sujet qui le passionne. Et ce qui est violent finalement dans cette interaction, c'est qu'il n'y a pas d'interaction. C'est tu veux parler de ça? Bah non. Et il n'y a pas de raison derrière, il n'y a pas de contexte, il n'y a pas d'accompagnement. Et pour la personne qui reçoit ce non, c'est ok de dire non si c'est pas le bon moment pour toi. Par contre, pour la personne qui reçoit le non sans contexte et sans compréhension, ça la laisse encore plus dans le flou. Et voir, ça peut, si j'exagère le trait et si je vais dans l'exagération, ça peut même aller jusqu'à créer de la dépendance affective, parce que du coup, l'autre ne se remet pas en question, donc peut-être que c'est moi, qu'est-ce qui ne va pas, et du coup, la personne est solitaire dans cette aventure et dans ses réflexions. Oui, alors après, je nuance, je ne suis pas dans ce couple. C'est le récit de cette personne, de cette copine qui est venue me le raconter. Bien donc sûr. Le contexte, eux, ils l'ont sûrement plus. Mais je ne suis pas du tout en train de dire que c'est ça. Mais j'ai dit c'est sujet à interprétation. Et justement, on sait, et c'est bien ça le problème, c'est qu'on ne sait même pas de quoi on parle. Ouais. Et d'ailleurs, c'est difficile de réagir face à une anecdote comme celle-là. Il y a un micro là. Ouais, on t'écoute. Il marche? Ouais. Oui. Super, ouais. Alors, du coup, il y a pas mal de choses qui ont été dites, sur lesquelles je pourrais rebondir. Tout d'abord, du coup, je partage le fait, ce que tu disais, MC, sur le fait que c'est vrai que plus souvent, il y a un côté où c'est les femmes qui poussent la chose un peu plus que les hommes. Pourquoi, j'avoue que je saurais pas vraiment dire, mais je peux plaider aussi un peu coupable à ce Ce qui peut être niveau-là. intéressant, c'est que tu complémentarises ces propos avec un partage d'expérience à toi. Un partage d'expérience à moi, c'est juste le fait... je sais pas s'il peut y avoir vraiment différents sujets qui peut-être n'avancent pas... Enfin, je saurais pas comment le dire, mais différents sujets qui devraient être abordés dans le couple. Ça peut être vraiment à tous les niveaux, que ce soit dans la sexualité ou la vie de couple en général. Où j'ai eu... En fait, c'était plutôt la partenaire qui voulait l'aborder, qui peut-être a mis un peu de temps à l'aborder. Et des choses que pour je ne sais pas trop quelle raison, je m'étais dû... Moi, je voyais, c'était pas une sorte de priorité, en fait, un sujet prioritaire, ou alors que des fois je me disais que j'allais l'aborder, mais je repoussais un petit peu. Et du coup, c'était repousser. Et... Juste le sujet, on parle de quoi exactement? C'était quoi la problématique? Sincèrement, c'est assez... C'était en général tout? Ouais, en général. Okay. Voilà, tu ne te sentais pas responsable de ces sujets tu disais... C'est vrai que je me sens pas responsable, c'est de dire ok, j'ai envie de... Je sais qu'on doit l'aborder, mais je le ferai plus tard, quoi. C'est un peu ça.
Donc pas de sentiment d'urgence. Ouais, à je pense régler que le- c'est ça. Mm. Ouais, peut-être. Et je voulais aussi rebondir sur le fait de l'intervenant précédent qui a dit quand on ouvre le dialogue, on résout le problème. Je pense que c'est vrai et c'est pas vrai parce que il y a aussi des gens qui sont. Il faut aussi, je veux dire, avoir quelqu'un qui est réceptif en face. Tout à fait. Et pour plein de raisons, des fois c'est des raisons culturelles, des histoires personnelles ou autres, qui font que en fait la personne en face, on a beau aborder le sujet, elle va pas du tout être réceptive. Justement, comme on l'a dit, tu le disais juste avant, il peut y avoir un braquage, se dire soit c'est pas le moment maintenant, ou même parce que ça peut. Là pour le coup, je parle en tant que mec et même pour avoir entendu quelques histoires. Donc de tu chat parles en droite. ton nom, ouais, en tant que mec. Oui, ouais. Ça peut être des sujets qui peuvent toucher l'ego, qui est quand même une chose assez importante chez les hommes. Donc oui, voilà, juste pour dire qu'il peut avoir ce côté-là. On peut ouvrir le dialogue, je pense que c'est toujours un bon point de départ. Mais c'est vrai qu'on peut se confronter à un mur parfois en fonction de la personne. Mais pour finir, sur un tout dernier point, il y avait le côté, c'est vrai, de la subtilité de faire comprendre. Encore une fois, je vais peut-être parler un peu au nom des hommes, c'est peut-être un peu cliché. Non, mais parle bon, en ton nom. en mon nom. Oui, je parle de toi. Je parle de moi. C'est que la subtilité, c'est pas forcément mon fort. Et du coup, c'est sûr que c'est toujours mieux de dire les mots. Là, pour le coup, j'ai rejoint le point de l'intervenant précédent. Ok, donc en fait, est-ce que tu n'osais pas aborder le sujet parce que tu avais peur de ne pas être subtil et que tu avais peur après de te prendre un rejet de la personne si jamais c'est toi qui abordais le sujet? Non, là, pour le coup, j'ai pris 3 points. Ah, mais donc assez c'est une différents. excuse, la subtilité. Enfin, pardon, mais je te chafouine, hein, mais je suis là pour bien ça. sûr. Non, je pense pas que c'est une excuse. Ok, mais donc du coup, tu vois, si on essaie de creuser Ouais, un petit peu ouais, totalement. sous la couche, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Pourquoi est-ce que j'allais pas, moi, en parler alors que je savais que le sujet était là? Alors en effet, comme on l'a dit, il y avait peut-être pas un sentiment d'urgence de ta Ouais. part, mais est-ce qu'il y avait autre chose? Tu parlais aussi d'ego. Est-ce que Ouais, mais voilà. j'ai pris vraiment 3 sujets différents. Je sais pas si on peut les mixer là. Je répondais vraiment à 3 phrases différentes. Ok. Ouais. Ok. Mais est-ce que dans un moment, tu as dit, je me disais, j'en parlerai plus tard. Donc, c'est là où j'évoquais le sentiment d'urgence. Dans le j'en parlerai plus tard, est-ce qu'il y avait un tout petit peu, mais vraiment, dis-moi si je me trompe, c'est pas un jugement, de toute façon, on finira bien par en parler, ou elle va peut-être mettre le sujet sur le tapis avant moi? Non, c'était pas ce que j'avais en tête. Tu dirais que ce serait quoi alors? C'est vrai que moi aussi j'ai un peu cette impression, on n'a pas touché la vérité encore, c'est pour ça que je t'embête un petit peu. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Non, je pense que c'est vraiment le fait de passer d'une chose à une autre. Et après, peut-être que c'est des discussions certaines discussions qui peuvent être inconfortables. Donc c'est aussi le fait de dire, tiens, on repousse, c'est inconfortable, donc on repousse, et donc on arrive à repousser un peu trop. Et c'est peut-être le point, c'est peut-être l'inconfort de cette discussion sur le moment-là. C'est peut-être ça le point, entre guillemets, la corde sensible. Mais ça veut dire que la vision globale, sur le long terme, tu n'y penses pas, tu ne l'as pas. Parce que tu dis, je repousse sur le moment, mais tu sais que si tu n'en parles pas et que si tu mets la poussière sous le tapis, si tu fais l'autruche, à un moment, ça peut exploser. Ah oui, non, tout à fait. Et oui, la vision long terme, c'est sûr, Ok. elle est... Faut que je travaille dessus. Merci pour Merci. ce partage. On peut passer le micro derrière. Et après, on t'a vu aussi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, je voulais parler d'un sujet qui est quand même assez sensible, c'est le manque de confiance en soi. Parce que on parle beaucoup sexualité, etc., mais il y a beaucoup d'hommes, je pense. Alors parle en ton nom. Je vais vous le dire à tous. Je parle en mon nom, effectivement. En mon nom, je n'ai absolument pas confiance en moi dans une relation. Ce qui fait que j'ai pas confiance en moi, donc, au bout d'un moment, je peux vriller et effectivement dire à la personne soit je m'en vais ou la personne elle-même s'en aller, simplement parce que je suis trop étouffant ou
la personne, je me lasse assez vite parce que justement, comme j'ai ce manque de confiance en moi, dès qu'elle va me dire des belles paroles ou des belles choses, je vais me dire ouais c'est faux, etc. Enfin voilà. Donc je pense que dans tous les sujets qu'on a abordés depuis tout à l'heure et que j'ai entendu, il faut surtout pas oublier le manque de confiance en soi qui est omniprésent, en tout cas personnellement chez moi, et qui fait que je me reconnais forcément dans beaucoup de témoignages, notamment dans les témoignages où ça parle du fait que certains hommes peuvent avoir du mal dans la sexualité, etc. Moi personnellement, je me reconnais de ouf là-dedans. À parler de sexualité ? Pardon ? À parler de sexualité ? C'est-à-dire ? Ou d'autres choses ? Non, mais je généralise vraiment le couple. Je suis plus dans la généralisation là pour le coup. Donc tu as dit certains hommes ont du mal. Donc on parle de quoi exactement ? J'ai besoin que tu sois plus spécifique pour savoir de quoi on parle. Tout à l'heure vous parliez de sexe. Donc effectivement le sexe fait partie des choses pour lesquelles on peut manquer de confiance. Mais pour d'autres c'est même carrément beaucoup plus général. Ils ont clairement un manque de confiance en eux, en leur image, en ce qu'ils dégagent. Là pour le coup je parle en mon nom. Donc je sais que si demain je me mets avec une fille et que la fille elle me dit ouais machin on peut faire ça, je vais me sentir gêné et il y a grave moyen à 50%, je vais peut-être même pousser à 75% que je lui dise bah non j'ai pas envie, mais je vais pas lui dire je manque de confiance en moi parce que il y a ce côté un peu pudique si je puis dire, et il y a surtout ce côté où on va juste comment ça s'appelle, il y a l'orgueil en fait. L'orgueil, clairement. L'orgueil parce que derrière, devant tout le monde, on va dégager une confiance de dingue et tout. Genre on va montrer qu'on est charismatique, qu'on a confiance en nous. Mais au final, à l'intérieur, c'est pas ça. Tu veux dire que c'est plus simple de pas aborder le sujet que de dire je sais pas si je suis capable de te faire jouir comme tu as envie, de te satisfaire. Ouais. Exactement. Et que ce soit sexuellement comme personnellement. Sachez que, je parle encore une fois en mon nom, mais personnellement, je peux avoir ce côté agressif de par mon manque de confiance en moi. Donc dire ouais, non, j'ai pas envie de faire ça, point barre. Ça peut être essayer d'approfondir un peu le truc. Dire voilà, qu'est-ce que t'as peur ? De quoi t'as peur en fait ? De quoi t'as peur ? T'as peur t'as peur de pas me donner assez de plaisir ? T'as peur de pas me donner assez de trucs ? Mais si je suis avec toi, c'est que je t'aime en fait. Si je suis avec toi, en fait, il faut rassurer un peu. Il faut être dans le côté où bah vas-y, tu me rassures. Là en ce moment, je suis un peu dans une période où je doute, même si je vais pas te le dire, mais j'ai besoin que tu me rassures. Donc fais-le naturellement. N'attends pas que je te dise je manque de confiance en moi parce que je te le dirai pas. Donc je manque de confiance en moi, tu le vois de par mes actes. Donc si vraiment tu m'aimes, montre-moi que tu m'aimes ou dis-moi que tu m'aimes. Comment ça résonne chez toi, MC ? Ben, pour le coup, ça résonne fort parce que je me suis sentie. Alors, c'était plutôt une période donnée, mais je me suis sentie en grand manque de confiance en moi, notamment sur mon apparence après mes 2 grossesses. J'aurais pris quelques kilos, légèrement. Et j'avais vraiment une autre silhouette que celle que j'ai toujours eue toute ma vie. Et c'est très difficile de se montrer aussi vulnérable aux yeux de l'autre. Et dire, de ne pas aimer son corps, avoir peur que l'autre te trouve plus aussi sexy qu'avant, ça peut empêcher d'aller vers l'autre, ou ça peut te pousser à couper, exactement ce que tu disais, à couper le dialogue, qu'il soit avec des mots ou physique, quoi. Aujourd'hui, dans ce lien avec ton corps, tu dirais que sur une échelle de 1 à 10, t'es comment ? La question. Désolé. Je dirais 7,5. Donc, mais parce que là, tu rajoutes la dimension. On est devant des gens. Non, j'ai pris j'ai 44 ans, j'entre dans une autre phase de ma vie. Physiquement, je suis plus aussi sportive qu'avant, je me trouve plus aussi performante physiquement dans mes pratiques sportives. Parce que 7,5, ça te paraît bas ou haut ? Moyen. D'accord. Je pense qu'il y a des moments dans ma vie où j'étais à 9,5, tu vois. Ok. Voilà. Ok.
Je te pose cette question, pourquoi ? Dis-moi. Ouais, juste pour t'expliquer quand même, c'est que je me pose la question aussi si une fois qu'on n'a pas vécu au moins une fois dans notre vie ce rapport à notre corps et ah waouh en fait, soit ah waouh soit il a toujours été là de mon corps je l'aime pas vraiment comme il est et du coup parfois j'ai du mal à comprendre pourquoi l'autre le désire. Oui. Et du coup le soir finalement moi je suis fatiguée parce que je suis crevée, que je me suis donnée à fond et tout. Et aussi parce que mon corps, en fait, là, aujourd'hui, il a été fonctionnel, tu vois. Et c'est pas un objet de désir. Je le vois plus comme ça, moi. Et ce qui est intéressant aussi, parce que ça veut dire que quelque part, on est venu casser l'injonction que mon corps est un objet en tant que femme. En tout cas, on peut ressentir ça beaucoup, en tant qu'homme aussi. Mais là, je parle de mon expérience. On peut être amené à se dire ok mon corps de femme c'est un objet de désir, moi ce que j'aime c'est être adulée dans le regard de l'autre, me sentir désirée, donc à la fois c'est une prouesse d'arriver à se dire ah ok mon corps c'est aussi un objet qui m'est fonctionnel, c'est celui qui me permet de vivre et que en fait là je suis fatiguée et donc je m'écoute, etc. Et de l'autre côté du miroir ça vient casser ce truc où une fois qu'on a déjà eu cette rencontre avec son corps où on se dit en fait je suis peut-être plus aussi sexy que je pense que je l'étais avant. Et encore une fois, ça c'est une question de perception personnelle parce que moi, il n'y a pas longtemps, pour te dire, je suis tombée sur des photos de moi de quand j'avais, 24 ans ou je sais pas quoi. Enfin bref, j'étais méga sportive et franchement, j'ai vu les photos et j'ai halluciné. J'étais en mode putain, mais j'étais hyper sexe. Genre, waouh. J'étais gaulée. Ouais, et puis même, je sais pas, tout, tu vois, mon sourire, j'étais en mode waouh et tout, trop bien. Et ce qui m'a vraiment marqué, ce qui m'a frappé, c'est que je me souviens très bien de cette photo quand elle a été prise. Et je me souviens très bien que je me trouvais dégueulasse à ce moment-là. Ouais. Et c'est là où j'ai réalisé à quel point que le rapport que j'ai avec mon corps, il est fucked up. Et que c'est vraiment une question de perception personnelle. Et que, tout à fait. Et même parfois, à 2 semaines près, quand tu prends une photo de toi et sûrement et puis 2 semaines après, t'as un peu oublié la photo et t'es là, pas mal. T'es là, ah ouais, ok. Non, c'est clairement une question de perception personnelle. Ça dépend de beaucoup de ressorts psychologiques. C'est... Et je disais tout à l'heure dans une des discussions qu'on a eues que le plus beau compliment qu'on m'avait fait, c'est quand mon mec m'a dit, quand il me restait 12 kilos de plus que mon poids de forme après ma deuxième grossesse, qu'il m'a dit plus il y a de toi, plus j'aime. Et ça m'a tellement décomplexée. Ça a eu un effet moteur de dingue sur moi et sur la reprise de notre vie intime. Ah, ouais. Il y a un... Ouais, vas-y, on t'écoute. Je vais rebondir sur ce que tu as dit, MC, sur le fait que on ait du mal à trouver le temps, tout simplement. Ouais. Donc ça fait à peu près 10 ans que je suis avec ma copine, donc ça commence à faire. Et on a eu un petit peu des périodes de crush, des périodes de down. Et on a eu du mal à en parler, notamment sur différentes sexualités qu'on voulait avoir ou qu'on ne voulait pas avoir. Et en fait, ma copine avait un problème pour le formaliser. Elle ne voulait pas en parler parce que ça la gênait. Ça la gênait de parler de fantasmes. Ça la gênait de parler de sexualité, tout simplement. Et en fait, on a fait quelque chose de simple. Je lui ai dit dessine-le-moi, écris-le. On peut le faire de plein de manières différentes. Donc du coup, elle a choisi le dessin, beaucoup plus simple. Et c'est là où en fait, on a réussi à se libérer. Je vais venir sur la question du temps après. On a réussi à se libérer sur justement cette parole sexuelle. Comment on amène nos fantasmes et nos envies dans notre couple. Donc après 10 ans, ça commence à... Voilà. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait énormément de fantasmes, énormément d'envies, que ce soit l'un ou l'autre, mais avec l'un, avec l'autre ou avec d'autres personnes. Enfin voilà. Ce qu'on a fait, alors nous n'avons pas d'enfants, mais on travaille et du coup on a des travails qui sont relativement prenants. Travaux. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un calendrier de l'année, c'est-à-dire qu'en fait, on a des petites boîtes où chaque mois on met un kink, un fantasme ou quelque chose que l'on veut réaliser, que l'on souhaite réaliser. Alors il n'est pas obligatoire de le réaliser si jamais la personne ne se sent pas au final de le faire, c'est évolutif, mais c'est juste se dire, tiens ce mois-ci j'ai envie de réaliser ça, et on va tout mettre en place pour pouvoir le faire. Et en fait on se réapproprie une sexualité qui est la nôtre au final, loin des carcans et des jugements des uns et des autres, et en fait ça fait vraiment du bien.
Juste d'une, trouver le temps, et deux, pouvoir assumer ce qu'on aime. Et Mais ce qui est intéressant dans ton partage, c'est que, ce qui dénote, j'ai l'impression par rapport à d'autres partages qu'on a pu entendre, c'est que le fait d'en parler, déjà, c'était assez OK entre vous. Pas du tout. Ah. Absolument pas. D'accord, je veux bien que tu développes. Elle a dû dessiner. Ouais, en fait, oui, mais même le dessin, ça a mis du temps. Oui, parce que voilà. Non, donc ça, je veux bien qu'on parle de ça, instantané. parce que là, du coup, la transition était rapide. Je dis ça pourquoi ? Parce que j'accompagne des personnes, des individus et des couples dans leur rapport au désir et de l'évolution justement de comment je m'exprime et comment je m'autorise finalement à vivre ma sexualité. Et cette partie-là, elle peut être rapide pour certaines personnes, mais pour d'autres, elle peut être longue, voire très longue. Donc ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Du coup, est-ce que tu peux peut-être un peu plus développer cette transition ? Oui, bien sûr. Alors, à savoir que donc ma copine n'aimait pas forcément son corps, donc elle avait elle avait du mal-être. Oui. Elle se sentait pas forcément bien et à l'aise avec ça, et pareil, elle avait pris du poids par rapport à certains faits psychologiques dus à son travail, et du coup elle se renfermait sur elle-même, et ça créait, alors il n'y avait pas que ça, hein, mais en tout cas c'était une des parties qui créait un petit peu de frustration pour elle et un peu de frustration pour moi, et du coup en fait on a essayé d'en parler plusieurs fois, et depuis le début, moi je lui disais, tu sais, s'il y a quelque chose qui te fait plaisir, c'est quelque chose qui t'anime et que tu as envie de le réaliser, il n'y a aucun problème, on peut le réaliser tant que c'est fait de manière sécure et consentie, etc. Il n'y a aucun problème. Sauf que bon, ça l'a travaillé, et il y a eu un moment où il y a eu un petit moment de friction avec elle-même. Elle s'est dit en fait, j'ai envie d'écouter mon corps. Et ce corps, il lui disait, j'ai envie d'avoir des relations sexuelles qui suivent mes envies. Et en fait, un jour, en fait, elle est venue. Alors, c'était marrant parce que j'étais en train de me faire un petit bol de choc à pic. Et elle vient me voir, elle vient me voir, elle me dit, faut qu'on parle. J'ai besoin de te parler d'un truc que je rêve de faire, mais j'ose pas t'en parler. Je fais OK. Alors moi, bête comme je suis, je lui dis vas-y, parle-moi-en. Elle m'a dit non, en fait j'arrive pas à en parler. Donc du coup je lui dis viens, on le dessine. Elle me l'a dessiné. Je dis OK, bon du coup tu veux ce type tu aimerais avoir ce type d'expérience. Elle me dit oui, mais du coup je sais pas comment faire. Je dis il y a aucun problème, je m'en occupe. Est-ce que tu es d'accord ? Bon voilà, on a essayé de mettre un cadre à tout ça. Et en fait la première fois, donc c'était sur ce type-là d'événement, et en fait elle a tellement adoré le principe, juste de parler, de se livrer, d'être elle-même au final, d'arrêter d'obéir à des injonctions qu'elle se forgeait au final dans sa tête, que du coup elle s'est dit en fait je vais lui parler, tout simplement, je vais lui parler, ça m'a fait du bien et ça peut continuer à me faire du bien. Et au final on en parle tout le temps. Et on a plein de manières de... Non mais du coup voilà, le fantasme au final... la boîte de Pandore. Non, mais c'est ça, et le fantasme est facile à amener au final. Et là où on touche pour moi, le nerf de la guerre, c'est que souvent, justement, on aborde le problème en se disant « Ah, j'ai envie d'être en lien avec l'autre, comment faire, etc. » Mais le vrai problème, en fait, c'est qu'avant ça, souvent, les personnes qui ne savent pas exprimer leur désir, elles ne sont pas en lien avec elles. Donc, avant de s'autoriser à parler à l'autre, et si on s'autorisait déjà à aller s'écouter soi-même et à aller s'exprimer avec soi-même ? Parce que là, c'est vraiment ça le déclic. C'est que d'abord... C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. D'abord, elle est partie écouter. Et c'est une fois qu'elle est partie écouter ce dont elle avait envie, que là... parce que peut-être qu'avant, c'est pas qu'elle n'arrivait pas à t'en parler, c'est peut-être qu'avant, elle ne savait pas. Mais c'est complètement ça. Parce que du coup, moi, je lui posais des questions par rapport au fait que... Est-ce que tu te masturbes, par exemple ? Et chez certaines femmes, c'est très compliqué. En l'occurrence, là, ça l'était. Est-ce que tu connais un peu ton corps ? Est-ce que tu connais des zones érogènes que tu as envie d'exploiter un peu plus, etc. Et elle ne savait pas me le dire. Et du coup, j'essaie de lui apporter ça sous différentes formes, très douces, très, très simples, pour qu'elle puisse prendre connaissance de son corps. Et au final, ça la faisait un peu réfléchir. Et de fil en aiguille, elle a commencé un peu à, par exemple, se masturber, à découvrir d'autres choses. Et après, les fantasmes sont... nés entre guillemets, parce que je pense pas que ce soit à ce moment-là, mais il y a eu un petit push au niveau des fantasmes, et du coup c'est là où elle a découvert une sexualité
je l'espère, épanoui. Mais en tout cas, on fait tout pour, et enfin, faut vraiment communiquer parce que ça peut créer beaucoup de frustration et ça peut remettre beaucoup de choses en question alors que on est là pour se faire plaisir. Tout va bien, quoi. Bah ouais, c'est ça. Merci. Et là, on vit nos meilleurs moments. Génial. Merci pour ce partage. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite partager? Ouais, allez. Est-ce que c'est le dernier partage? Tu penses quoi au niveau du timing? Je trouve que là, on a une bonne porte d'entrée pour avec ça, oui. Avec ce témoignage-là, oui, pour aller vers des solutions. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voulais déjà rebondir par rapport à ce que tu disais, MC, par rapport à l'image qu'on a de notre corps après une grossesse, après un accouchement. Ça joue énormément. Parce qu'effectivement, ça amenuise la confiance qu'on peut avoir en soi, et puis ça amène une dimension aussi supplémentaire. On n'est pas que la femme, on est aussi la maman, et ça induit quelque chose qui est difficile à comprendre, je pense, pour certains hommes, c'est cette ambivalence de rôle. Est-ce que tu as une anecdote qui illustrerait le propos? La mienne, en fait, parce que je suis maman de 2 enfants qui sont grands maintenant, très grands, même adultes. Mais oui, je l'ai vécu quand ils étaient tout petits. En fait, ça remet en question. T'as un souvenir là, qui te vient en tête, une image? C'est des blocages, en fait. C'est des blocages où je savais pas comment me positionner. J'assumais pas. J'assumais pas mon rôle de femme parce que j'avais l'impression que j'avais endossé un nouveau rôle et que du coup j'arrivais pas à trouver ma place. La mère et la putain. C'est ça, exactement. Et puis je voulais aussi partager quelque chose que j'ai vécu, où vraiment je pense que la relation avec le père de mes enfants, lui était très demandeur, très libéré sur la parole, et moi à ce moment-là je ne l'étais pas, et jusqu'à vraiment me dire mais tu es frigide, c'est sûr, c'était la conclusion, et au final quand on s'est séparés, j'ai rencontré quelqu'un qui a eu, on parlait tout à l'heure, et d'ailleurs je voulais remercier aussi cette parole masculine qui vient amener aussi faire tomber des préjugés sur les hommes qui sont peu ouverts au dialogue. J'ai entendu plein de très très belles choses. Et merci de les avoir partagées. Puis je vois des têtes qui acquiescent, des têtes d'hommes qui acquiescent. C'est beau aussi à voir parce que ça donne beaucoup de confiance et d'espoir. Et d'espoir. Bah ouais, non mais c'est vrai en plus. Et donc ça remet de l'égalité. Ouais. Et puis ça redonne une place aussi, une belle place aux hommes qu'on a beaucoup j'allais dire mis dans la case avec les MeToo, et t'as mieux. Alors on va parler en son nom. Voilà. Les on machin, oui. C'est une forme de déresponsabilisation et on va pas accepter ça pendant ce podcast. Oui, d'accord. Bon, merci. Alors, mais et donc pour terminer sur mon partage d'expérience, c'est que quand j'ai rencontré cette autre personne qui a un autre discours, un autre regard sur moi-même, et voilà, j'ai découvert ma sexualité. Et je me suis dit, mais en fait, je suis pas du tout frigide. Et j'ai assumé ma sexualité. J'ai assumé, en fait, je me suis découverte. Et donc tout ça pour dire qu'il y a aussi, je pense qu'il ne faut pas en arriver à des conclusions par rapport à soi-même, parce que ça peut bien évidemment jouer par rapport à la personne qu'on a face à soi, à son degré de nous mettre à l'aise, de nous mettre en confiance. Et moi, clairement, le premier, même si j'en avais envie, je n'avais pas envie de le faire avec lui parce que j'avais pas envie de donner quelque chose. C'est terrible, hein, mais bon, voilà. Est-ce que tu serais d'accord de nous partager ce premier partenaire? Quelle phrase ou qu'est-ce qu'il aurait pu dire ou faire pour t'aider justement à si tu compares là à cette nouvelle relation, et
comment certaines dynamiques ont eu un changement de comportement sur toi, où tu t'es dit ah tilt, ah ouais c'est de ça en fait dont j'avais besoin. Ben, en fait, j'ai pas l'impression. Je sais pas, c'est très très compliqué à expliquer, mais pour ça toutes va. les personnes qui nous écoutent, qui sont dans le cas de ton partenaire, Ouais, du premier. Il aurait, en fait, il aurait abordé la sexualité sous un autre angle et pas tu es là pour assouvir mes désirs à moi, mais on va se mettre à l'écoute de tes désirs à toi et qu'est-ce qui te plairait. Et en fait, j'avais tellement l'impression que c'était lui qui menait la danse que du coup, je subissais ce que lui avait envie et du coup, moi, ça me crée un blocage énorme. Ça fait réagir tout ça. Oui. Donc, je voudrais aussi que quand quelqu'un a l'impression qu'il ou elle n'a pas de sexualité parce qu'il n'arrive pas à soit ressentir du plaisir, soit... il y a le micro qui s'est éteint. Allô. Ah c'est bon, on t'entend. Ou à assumer ses fantasmes, ou qu'il ou elle a l'impression qu'en fait, il n'a pas de sexualité, enfin qu'il ressent rien, c'est peut-être aussi pas que, ça ne vient pas que de lui ou de elle, hein. C'est aussi de la personne, comment elle aborde la sexualité dans le couple. Et c'est là où on voit où en effet la sexualité c'est un travail qui se fait en binôme minimum, voire plus, et que la faute est partagée, parce qu'en effet par rapport à comment la personne agit ou dit, toi tu réagis, tu fais des choses différemment, et puis aussi cet élan aussi aurait pu venir de toi, dire attends, là en fait quand il fait ci et ça, il me met sa pression sur mon dos alors que moi j'ai rien demandé. Quelque part, est-ce que je me sens pas même infantilisée avec des devoirs, je dois faire ça, etc. Comment aussi je reprends ma place de adulte à adulte avec cette personne et je lui dis écoute, quand tu fais des choses comme ça ne me plaît pas. Je sais peut-être pas encore de quoi j'ai besoin. En tout cas, ça je sais que ça n'a pas l'effet voulu. Donc peut-être que ce serait bien que tu réfléchisses à, enfin, voilà, et que ce soit un ping-pong quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense que le dernier témoignage résonne pas mal. Oui, et merci ce soir, c'est trop chouette. Je trouve que vraiment, vous jouez vachement le jeu. On a eu plein de témoignages différents. Et j'ai adoré le fait. J'ai adoré deux choses. Le fait que déjà, on ait autant de témoignages masculins que féminins. Et j'ai adoré aussi qu'on a vraiment des partages d'expériences des deux côtés, des femmes qui se disent moi j'ai pas assez de sexualité, des hommes qui disent que j'ai pas assez de sexualité, et puis inversement des femmes et des hommes qui avouent que peut-être que moi j'ai eu des phases où j'ai pas eu envie. On n'a pas eu trop d'hommes, je crois, qui ont dit qu'ils avaient eu des phases qu'ils n'avaient pas eu trop envie. D'ailleurs, si il y en a eu, pardon, désolé, j'entends. Trop bien. Du coup, moi, je vais un peu résumer, parce que finalement, il y a plein de choses très riches qui ont été dites ce soir, et donc c'est vraiment super. Je vais un peu résumer et essayer de vous donner aussi plus de tips pour vraiment que vous repartez avec plein de valeurs ce soir à tester chez vous. Ah, voilà. J'ai hâte. Allez, moi j'attendais ça. Voilà, c'est pas un épisode de cascade, de cascadeur. Vous pouvez totalement refaire à la maison. Il y a quand même, pour dire quand même, quelque chose qui a été très important dans l'évolution de sa sexualité, je parlais au passé parce que je parlais de la mienne en l'occurrence, mais ça vaut pour tout le monde et ça a été dit, c'est premièrement apprendre à se connaître. Alors quand on dit apprendre à se connaître et qu'on parle de cul, on va tout de suite dire va te masturber. Alors oui, en effet, c'est un point, mais pas que. Apprendre à se connaître, c'est aussi savoir écouter vraiment ce qui se passe dans mes tripes. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vois souvent en accompagnement, quand j'ai des échanges parfois avec des personnes que j'accompagne, elles me répondent du tac au tac. Et ça, je comprends... je pense à certaines personnes précisément, souvent, quand on répond du tac au tac, c'est qu'il y a un truc, en fait, où on est... ok, la personne me parle, je réagis. Je ne suis pas en train d'écouter comment ça résonne en moi. Je suis en train d'avoir une conversation et, oh là, on veut pas de blanc, on met du rythme. Mais qu'est-ce qui se passe? On est dans le cérébral. On n'est pas dans le corps, on n'est pas dans le cœur, on est dans le cerveau.
Sauf qu'un être humain, c'est quoi ? C'est un cœur, un corps et un esprit. Et si les trois ne communiquent plus, si on coupe les vivres à une de ces parties du corps, du coup, il y a le reste qui ne fonctionne plus. Ça va être, par exemple, ce qu'on peut vivre, par exemple, quand on vit un épisode traumatique ou quelque chose de violent sur le moment, on ne s'y attend pas. Du coup, je réagis très vite, je dis un truc qu'il ne fallait pas, ou je vais me braquer, ou je vais partir, je vais fuir. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On se coupe de notre corps, on est dans le cerveau, hop, on réagit très vite. Donc apprendre à se connaître, c'est apprendre à écouter son corps, écouter ses émotions. Si vous n'êtes pas sûr si vous le faites ou pas, essayez la prochaine fois que vous avez une conversation avec quelqu'un, même si c'est une conversation anodine, comme la boulangère, quel temps, comment ça va aujourd'hui ? Je réponds pas tout de suite, je vais prendre une inspiration et je vais venir écouter ce qui se passe vraiment dans mes tripes. C'est pas pour rien qu'on dit que l'estomac est le second cerveau. Le problème, c'est que la discussion avec la boulangère peut pas être souvent très longue quand même. Oui, il faut peut-être pas y aller à 1 heure de pointe. Ça va moyen aujourd'hui. Mais ça tombe bien que vous posez la question, je voulais vous raconter. Ça, comme on en a parlé aussi tout à l'heure, quelque chose de très important, c'est la connexion à soi avant d'être la connexion avec l'autre. C'est pas parce qu'on est en couple, c'est pas parce que je suis amoureuse ou qu'on est amoureux, etc., que le couple, c'est la priorité. En fait, la priorité, c'est que moi, je fonctionne bien, de manière à part entière, et parce que je fonctionne bien et parce que je connais mes envies, mes besoins et mes limites, du coup, j'arrive à avoir un lien avec l'autre. J'arrive à recréer une connexion à partir de mes envies, mes besoins et mes limites, et ce dont je suis capable, et pas ce dont tu veux que je t'offre, etc., etc. CF, dernier témoignage. Donc connexion à soi, pareil, ça passe par le corps, donc ça veut dire aussi être en mouvement. Par exemple, si un jour on est dans un dialogue et on voit que ça bloque, qu'il y a un truc qui passe pas, un truc facile à faire, c'est de se lever, et on prend de la distance, et bizarrement, tout d'un coup, on se remet dans le corps. Et du coup, ah ouais, ok, attends, là, j'étais grave dans le cerveau, attends, ok, attends, je prends un peu de temps, qu'est-ce qui se passe ? D'accord, là, je ressens un truc, qu'est-ce que je ressens ? Ah, c'est une émotion, attends, c'est quoi ? Attends, moi, je suis nulle en émotion, attends, c'est quoi ? Ah, mais en fait, je suis en colère. Ah non, je suis frustrée, je sais pas, peut-être que je suis les deux. Et pourquoi je suis en colère ? Qu'est-ce que ça vient dire ? Et c'est pas une prise de tête, hein. Ça dure une demi-seconde. Mais c'est s'autoriser à exister, s'autoriser à dire, mais en fait, j'ai le droit de ressentir un truc là tout de suite, et si je m'interroge, c'est justement pour mieux fonctionner avec toi. Sinon, juste on n'est pas dans le moment présent, on fait semblant d'être dans le moment présent. Alors, il y en a qui font ça toute leur vie, ils le font très bien. Il y a une méthode que j'aime bien aussi, que j'ai appelée, que j'ai créée, bon, c'est tout con, hein, mais qui s'appelle la méthode oui. J'aime bien parce que quand on dit oui, un vrai oui, ça veut dire un oui enthousiaste. Donc ça, c'est par rapport, par exemple, au consentement. Quand on dit un oui enthousiaste, c'est quand il y a de la joie dans notre oui. C'est la différence, par exemple, entre un consentement actif ou un consentement passif. Donc un consentement actif, ça veut dire... attends, un exemple. Ça veut dire, je vais vers toi et je te demande est-ce que tu veux manger un pain au chocolat avec moi ? Et je te dis, moi ça me ferait plaisir. Et un consentement passif, c'est par exemple, c'est toujours l'autre qui vient vers moi et qui me dit t'es d'accord ce soir pour faire ça ? Et on va ce soir, viens, on reste un peu plus longtemps. Puis finalement, est-ce que je dis oui parce que j'en ai vraiment envie, ou est-ce que je dis oui pour faire plaisir à l'autre, pour pas le vexer, pour justement parce que je culpabilise, alors que j'ai le dos tourné et que j'essaie de dormir depuis 20 minutes, mais bon, il vient quand même dans mon dos pour venir me caresser les vertèbres, etc., me faire un petit massage. Donc, est-ce que je me retourne parce que du coup, il a fait un geste et qu'il m'a exprimé ses désirs, donc peut-être qu'en essayant, je vais avoir envie, voilà. Donc ça, c'est carrément pas du consentement, en fait, presque. Enfin, voilà. Questionnez-vous là-dessus, justement. Quelle est la notion du consentement là-dessus pour vous ? Et du coup, la méthode oui, ça va être de se dire, ok, est-ce que je suis obligée de le faire quand on me propose quelque chose ? Est-ce que c'est une obligation pour moi, quand je propose ou quand on me propose quelque chose ? Est-ce que c'est urgent ? On parlait d'état d'urgence tout à l'heure, c'est exactement ça. Est-ce que c'est urgent pour moi d'en parler ou de le faire ?
Ou est-ce que ce fantasme, là, tout de suite, c'est devenu une urgence? Parce que peut-être que ça fait 10 ans que j'ai parlé 3 fois de faire un plan à 3 et je me suis fait renvoyer jeter. Et qu'aujourd'hui, en fait, c'est devenu une lubie. Voilà. Et du coup, si c'est pas urgent, se demander, ok, donc pourquoi est-ce que je focalise autant là-dessus? Finalement, si ça, c'est pas urgent, c'est quoi l'urgence? Quel est le problème? Finalement, si c'est pas obligatoire pour moi, si c'est pas urgent, si c'est pas important, quel est le vrai... Voilà. Et si j'allais creuser un peu plus loin? Parce que parfois aussi, la sexualité, c'est un peu la première couche pour d'autres choses. Par exemple, là, on parlait de... on n'arrive pas à faire l'amour souvent ou quoi, mais en fait, le vrai problème derrière ça, c'est la communication et c'est trouver ce temps pour communiquer ensemble. Je rebondis d'ailleurs à ta première question dont tu parlais, comment créer ce moment d'intimité pour... Pardon, j'ai pas fini la méthode oui, je reviens après dessus. Désolée, je me suis laissée embarquer. Et donc la 3e lettre, donc pour le oui, c'est important. À quel point c'est important pour moi d'avoir cette discussion, de faire cette chose. À quel point c'est important pour moi de recevoir ou de donner. Et pas à quel point c'est important pour lui ou elle. Et souvent, on confond les deux. Par exemple, par rapport au consentement, moi je vois quelque chose de très... je vois vraiment quelque chose qui revient souvent. Je vois des personnes qui se disent « Mais moi j'en ai tellement envie. Pourquoi toi t'en as pas envie ?» Enfin moi j'en ai tellement envie, ça devrait se faire. Et là je sais que hors contexte comme ça paraît évident que c'est pas évident, mais en fait, en l'occurrence, il y a plein de fois, pour plein de personnes, si je trouve machin joli, c'est évident que je peux aller la draguer et que c'est ok. Sauf que finalement, quand la personne se fait draguer, pour prendre un exemple bénin, quand je réagis à sa séduction, quand j'accueille, quand j'essaye de jouer le jeu, alors qu'en fait, peut-être que cette personne, elle sort un peu de nulle part pour moi, ou que j'en ai pas envie, ou que j'étais fatiguée, ou etc. À quel moment je le fais parce que c'est important pour cette personne, ou que c'est important pour moi? Donc, obligation, urgence, importance. Pour revenir du coup sur le moment d'intimité pour la bulle, là, il y a différentes manières de faire. Ça dépend déjà du système de communication qu'il y a déjà en place. Donc, ça peut être, par exemple, en effet, pour certaines personnes, la visualisation, le dessin, ça peut être plus simple. Mais, encore une fois, ne pas mettre l'injonction de « Ah bah c'est bon, on va trouver une manière pour que tu me parles ». Parce que l'important n'est pas de parler, l'important est que la personne s'écoute. Donc déjà, le premier conseil en fait par rapport à ça, c'est de foutre la paix à la personne qui a besoin de faire son chemin. On avance tous à différents rythmes et ça n'empêche pas vous ou toi, personne frustrée, ça n'empêche pas à la personne frustrée dans le couple d'avoir ses besoins et de pas non plus subir le fait que l'autre personne met ça sous le tapis. Donc c'est vraiment une question de ok, comment je rejoins mes responsabilités, comment je redeviens adulte à adulte et je suis pas là à endosser ce rôle de ok, c'est ok, c'est pas grave, s'il a pas envie ou si elle a pas envie, c'est pas grave, je prends sur moi. Non, en fait, ça ça devient une obligation, c'est important pour moi, ça devient urgent. En fait, là j'ai besoin qu'on en parle et voici mon besoin. Avant ça, n'oubliez pas de vous questionner sur quel est mon vrai besoin. Parce que si le besoin qu'on va exprimer, c'est juste j'ai besoin qu'on fasse plus l'amour, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est j'ai besoin qu'on fasse plus l'amour ou est-ce que j'ai besoin que tu me caresses le corps longtemps avant qu'on aille à la pénétration? Est-ce que en fait j'ai besoin de reconnexion? Est-ce que j'ai besoin de plus de moments d'intensité avec ou sans les enfants, avec toi? Voilà. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière, en fait, ce besoin chez vous? Et essayez d'être vraiment hyper honnête avec vous-même. Et plus on est honnête et vulnérable avec soi, et en fait, s'il y a un mot-clé, je pense, ce soir, enfin, en tout cas, moi, qui me parle beaucoup pour cette conversation, c'est le mot vulnérabilité. Plus on est vulnérable avec soi, et plus, du coup, ça devient sincère et compréhensible pour l'autre. Compréhensif, pardon. Et plus ça devient compréhensif pour l'autre. Parce que du coup, là, on vient toucher la vérité. On n'est pas sur des surfaces de « Ah, en fait, il y a ci, ça le problème ». Non, c'est quoi le vrai fond, la vérité? Est-ce que tu veux réagir? Oui, je pense qu'effectivement, on peut résumer. S'il faut choisir un mot ce soir, le mot vulnérabilité me plaît bien.
Personnellement, je me sens hyper enrichie de tous les partages que j'ai entendus ce soir. J'ai aimé la façon dont on a partagé. C'était hyper bienveillant. Trop bien. Ouais, hyper doux. Je trouve ça très doux. Cœur. Et j'ai appris plein de choses. À travers les partages d'expériences, évidemment, on se sent moins seul. Et on se dit qu'on n'est pas fou ou folle. Et j'ai appris une chose principale, moi, c'est effectivement, et ça paraît tellement évident, si je ne suis pas connectée à moi-même, comment me connecter à l'autre. Et c'est un peu la même chose dans la rencontre. Est-ce que la clé d'une rencontre, c'est pas d'abord de se connaître soi-même pour vraiment connecter avec l'autre dans la rencontre. Et moi, je l'ai oublié, en fait. La chose dont je prends conscience ce soir, c'est que je l'ai oublié, ce rapport à mon corps et cette connexion à moi pour être en lien avec l'autre. Là, tu vois, je m'en aperçois maintenant. Wow. Mais je l'avais oublié. Merci d'être vulnérable et de nous partager ça. Merci. Je t'en prie, avec grand plaisir. Il y a une question d'ailleurs que pour toutes les personnes qui se demandent peut-être si vous êtes un peu dans le cas d'MC, dans cette situation où, mais j'ai envie, est-ce que c'est vraiment de sexe, est-ce que c'est ça le problème ou pas, il y a une question peut-être qu'on peut se demander, c'est tiens, est-ce que ma libido s'oriente-t-elle ailleurs ? Par exemple, parfois on peut se retrouver, on ne sait pas ce qui se passe, mais on n'était peut-être pas du tout sportif ou sportive avant, et on se met à faire plein de sports, ou on va se lancer dans des projets, ou on n'a jamais été aussi maternelle ou paternelle avec les enfants. Voilà, et ça peut être un peu des petits signaux que, tiens, je fais ça machinalement, pourquoi où s'oriente ma libido, pourquoi et d'ailleurs, tiens, et si c'était ma libido qui s'oriente là, parce que je parle de libido comme si c'était évident, mais parfois on se dit juste qu'on est très actif et qu'on est très à fond dans un projet, mais finalement, est-ce que ça vient pas aussi de cette énergie ? Il faut savoir que la libido, c'est l'énergie sexuelle, c'est l'énergie vitale qui est au centre de notre corps, donc qui est vraiment dans nos tripes, pour le coup. Voilà, elle est vraiment au centre de notre corps. Je ne vais pas vous montrer où c'est, je crois qu'on sait à peu près tous où ça se situe. Et du coup, quand cet élan de vie n'est pas nourri de manière équilibrée, on va nous chercher à le compenser d'une autre manière, puisque de toute façon, il est là, on a envie de... Voilà. Et ça n'empêche pas qu'il y ait des... Alors attention, je ne suis pas en train de faire d'injonction qu'on devrait tous avoir une forte libido, etc. Mais après, c'est une question de choix, et c'est une question aussi de... après, voilà, pardon, là je commençais à partir dans plein d'autres sujets. En fait, je viens de me dire que j'ai ouvert un autre tiroir et que non. Mais en tout cas, voilà, c'est une question qui peut être bien à vous poser. Merci à toutes et tous, c'était vraiment super. Vous pouvez nous retrouver. Je vois plein de mains qui se lèvent, trop bien. Vous pouvez nous retrouver sur nos podcasts respectifs. Est-ce que tu veux partager un peu tes réseaux ? Les applaudissements silencieux, je trouve ça formidable. Oui. Ce sera un concert de Mathieu Chédid. Mes réseaux. Donc, à partir du moment où, quelque part sur Internet, vous voyez une meuf en tutu, en basket, avec une casquette sur la tête, c'est moi. Je crois qu'il n'en existe pas d'autre. C'est la cover du podcast que vous voyez à l'écran ici. Sur Instagram, vous pouvez venir connecter avec moi, discuter avec moi en DM. Vous pouvez venir découvrir les épisodes. Vous pouvez venir découvrir l'univers de Crush, des réflexions et des partages d'émotions sur l'amour et la rencontre. Vous pouvez me suivre aussi sur LinkedIn où je partage un peu plus le côté entrepreneurial et on va dire... mon aventure, mes ressentis personnels dans cette aventure entrepreneuriale. Vous avez également la chaîne YouTube où vous pouvez voir certains épisodes qui sont tournés en vidéo en studio, qui s'appelle Crush le podcast également. Trop bien. Et pour ma part, du coup, Colette se confesse sur Instagram, mon site internet du même nom, www.colette se confesse. Il faut savoir que Colette se confesse, aujourd'hui, c'est une communauté. Il y a les groupes WhatsApp sur lesquels tu peux rejoindre le groupe WhatsApp de ta ville. Si tu es à Paris ou ailleurs dans les grandes villes, c'est tout nouveau. J'ai démarré ça il y a 1 mois. On est déjà plus de 200 membres. C'est assez fou parce que j'ai qu'une envie en 2025, c'est de venir vous rencontrer. Et je ne suis pas une pro-parisienne, donc voilà, je veux m'excentrer. Donc s'il vous plaît, aidez-moi à m'exiler de la capitale. Je serai à Lyon le 16 février. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'on va sortir ce podcast, mais du coup voilà.
Et voilà, si vous voulez discuter entre membres, ça se passe sur le Discord. Pareil, vous allez trouver ça sur le site internet coletteseconfesse.fr. Le podcast. Donc, pour chercher les. Toujours le moment que je déteste faire. C'est marrant, à chaque fois je. Tu fais l'instant promo, c'est ça? Oui, ah ouais, je déteste ça. T'aimes pas ça? Ah non, à chaque fois je suis pas à l'aise. Fais une petite démo. Pour écouter l'autre podcast qui sont les audios érotiques, les anecdotes, c'est Colette se confesse. Là, on est sur En tête à tête avec Colette. Et si vous voulez plus avoir des partages de mes événements, j'organise donc divers événements comme celui-ci, mais d'autres où on crée des ateliers audio-érotiques, des massages à 4 mains, ateliers connexion et consentement. Si vous voulez faire partie un peu de toute cette belle aventure, j'ai une newsletter dans laquelle je partage mes ressentis du moment, mon avancée également en tant qu'entrepreneur, mes réflexions aussi par rapport au désir sur le couple. Voilà, c'est vraiment c'est l'espace où je suis le plus vulnérable pour le coup. Donc voilà. Et ben tu chômes pas, hein. Ouais, non, mais toi non plus, hein. On chôme pas. Peut-être pour ça qu'on a connecté. Mais où est ma libido Dans mon téléphone. Oui, c'est ça. Ah, mais c'est une bonne réponse, tiens. Merci à toutes et tous. Merci à tous, merci à toutes. Merci Colette. Merci, c'était super chouette. Merci MC, c'était un grand plaisir de faire ça avec toi. Avec grand plaisir aussi partagé.